La comparaison est impitoyable. Le 17 octobre 1961, la police parisienne et ses supplétifs ont tué plus de manifestants nord-africains désarmés que les militaires chinois sur la place Tiananmen en juin 1989. Et pourtant, alors que dans le monde entier la condamnation des autorités de Pékin a été quasi unanime, la tuerie parisienne n'a suscité que peu de réprobation. Et il a fallu attendre les années 80 pour que la vérité se fasse jour sur un véritable massacre. La répression d'État la plus violente et la plus meurtrière qu'ait jamais subie une manifestation de rue désarmée dans l'histoire contemporaine de l'Europe occidentale, selon les universitaires britanniques Jim House et Neil McMaster. Pourquoi un aussi long silence observé tant à Paris que dans le camp des indépendantistes algériens? Pourquoi aussi un tel déchaînement de haine qui a causé la mort de dizaines de Nord-Africains en 1961, alors même qu'on s'acheminait vers la paix en Algérie et que les autorités françaises avaient commencé à négocier avec le gouvernement provisoire algérien? Pour M. X, qui revient sur cette affaire 50 ans après, il est évident que la tuerie a été préméditée et qu'elle répondait à d'obscurs objectifs politiques. Les historiens parlent aujourd'hui de la bataille de Paris. Oui, comme on a parlé de la bataille d'Alger. Et oui, et le parallèle est pertinent. Et dans cette mesure, le massacre du 17 octobre 1961 n'est que l'événement le plus meurtrier d'un cycle de violence qui avait commencé quelques mois plus tôt, mais qui en réalité avait été programmé dès 1959. Et par qui alors ? Bon, je répondrai un peu plus tard à votre question, mais auparavant, voyons le contexte. En janvier 1961, les électeurs français ont massivement approuvé la politique gaulliste d'autodétermination de l'Algérie. Et en avril, le général de Gaulle a clairement évoqué l'indépendance de l'Algérie. Ouais, l'Algérie algérienne. Et simultanément, on assiste à l'échec du putsch des généraux d'Alger. Mais la conséquence, c'est la naissance de l'OAS. Et le début des attentats qui vont frapper l'Algérie, mais aussi la métropole. En même temps, en métropole, justement, une autre guerre a commencé, essentiellement à Paris. Elle met aux prises les militants nationalistes algériens et une force de police auxiliaire. Oui, je vois ce que vous voulez dire, les calots bleus. Des harkis recrutés dès 1959 par le préfet de police, Maurice Papon, à l'initiative du Premier ministre Michel Debré. Une unité, la force de police auxiliaire, FPA, commandée par un capitaine français, Raymond Montaner, et qui a la réputation de pratiquer régulièrement la torture sur les gens qu'elle arrête. Et au besoin, ces supplétifs procèdent à des exécutions sommaires. Au reste, ils disposent aussi d'un centre de rétention à Vincennes. Un centre où peuvent être internés sur simple décision administrative tous les Nord-Africains suspects. Et je vous laisse imaginer dans quelles conditions ils sont accueillis. Mais quelle est la vraie mission de cette unité, la FPA ? Lutter contre le FLN métropolitain par tous les moyens. Il faut en effet savoir que l'une des principales sources de financement de l'organisation indépendantiste repose sur les cotisations des militants qui travaillent en France. Une sorte d'impôt. Si vous voulez. Par conséquent, tout est bon pour essayer de tarir ce flux d'argent, y compris les méthodes les plus violentes. Au mois d'avril 1961, par exemple, on assiste à des événements très graves à Paris, dans le quartier de la Goutte d'Or. Ouais, c'est un quartier où habitent beaucoup de Nord-Africains. Des FEMA, comme on dit dans la police, c'est-à-dire des Français musulmans d'Algérie. Au mois d'avril, donc, les supplétifs se déchaînent et lancent une série d'opérations d'une extrême violence contre leurs frères. Quel bilan, alors ? Il y a des dizaines de blessés. Et la seule réaction de Maurice Papon sera de faire saisir le journal Libération, qui a eu le tort de rapporter les faits. Voyons. Et ces harkis peuvent donc agir en toute impunité ? Pratiquement, oui. Mais il faut aussi dire que lorsque l'un d'entre eux tombe dans les mains du FLN, ça se termine très mal. Il va être considéré comme traître. Et exécuté en tant que tel, oui. Quoi qu'il en soit, on assiste ensuite à une relative accalmie. Le FLN a renoncé aux attentats et les rafles de Nord-Africains sont moins nombreuses. Il y a une raison ? Bien entendu. À Évian, le gouvernement français négocie avec le GPRA, le gouvernement provisoire algérien. Mais fin juillet, c'est la rupture. Rappelez-moi à propos de quelle question ? Le Sahara.
Et ses réserves pétrolières. Bah évidemment. Oui. De Gaulle ne veut rien céder sur le pétrole et aussi sur le pas de tir où on expérimente la bombe atomique. Ouais. Mais il finira par changer d'avis. Hein. Partiellement, oui. C'est ce qu'il affirme dès le début du mois de septembre au cours d'une de ses célèbres conférences de presse. Mais auparavant, il s'est passé un événement politique important. Edmond Michelet, le ministre de la Justice, est débarqué. Il y a longtemps que le Premier ministre Michel Debré voulait se débarrasser de cet homme réputé pour son humanisme. Ouais, Debré a donc fini par avoir sa tête. Et quelle est la signification politique de ce débarquement? Manifestement, dans la conduite des affaires algériennes, c'est la ligne dure qui l'a emporté. Et ce n'est pas très surprenant. Fidèle à sa tactique habituelle, le général de Gaulle veut négocier en position de force. Autant sur le terrain, en Algérie même, qu'en métropole, où le gouvernement entend s'opposer avec la plus grande fermeté aux activités des nationalistes algériens. Ouais. Alors c'est un nouveau feu vert pour cette police auxiliaire? Oh, absolument. Dès le mois d'août, alors que les Français sont en vacances, la répression s'intensifie. Policiers et auxiliaires harkis multiplient les rafles, les perquisitions et les mesures de rétention. Et bientôt, on va retrouver chaque jour, ou presque, des cadavres d'Algériens dans la Seine. Assassinés. Bien entendu. Alors bien sûr, on va prétendre qu'il s'agit de règlements de compte entre factions rivales. Ouais, le FLN contre le MNA de Messali Hadj. Mais c'est faux, parce qu'en ce début d'automne 61, il y a déjà longtemps que le FLN a supplanté le parti rival. Ce sont donc là, des policiers ou alors ces supplétifs nord-africains qui sont les responsables de ces assassinats? Oui, il s'est alors constitué des sortes d'escadrons de la mort au sein des forces de l'ordre. Des gens qui sont généralement proches de l'OAS. Conséquence immédiate, le FLN recommence à s'attaquer aux policiers et aux gendarmes. Entre la fin août et le début octobre, 11 d'entre eux sont tués et plusieurs autres sont blessés. Ouais, des attentats individuels. Cette vague d'assassinats provoque une intense émotion au sein de la police. Les plus résolus demandent des condamnations à mort et certains parlent de se faire justice eux-mêmes. Certains ont déjà pris les devants. Hein. Et en effet, il ne faut pas oublier que si la plupart des policiers de l'époque sont républicains, il existe aussi des hommes recrutés dans les années 50, du temps du préfet Baillot et du commissaire Dide, qui se situent clairement à l'extrême droite. Et ceux-là se sont encouragés par le préfet Papon, qui déclare publiquement à ses policiers « Pour un coup reçu, nous en porterons 10 ». Un appel à la vengeance. Ça me paraît clair. Ouais. Papon qui invite aussi les policiers à tirer les premiers dès qu'ils se sentent menacés et leur promet qu'ils seront toujours couverts. Alors il leur accorde un permis de tuer au fond. Pire encore, le préfet leur dit que si un Nord-Africain est abattu, leur supérieur s'arrangera pour qu'on trouve une arme sur lui. Là, je n'invente rien. J'ai trouvé cette citation dans un compte-rendu syndical. Et c'est encore une des décisions de ce même Papon qui va provoquer le drame. Le 5 octobre, il instaure un couvre-feu pour les Nord-Africains dans le département de la Seine et la banlieue parisienne. Est-ce légal, ça? Le général de Gaulle, grâce à l'article 16 de la Constitution, disposait alors des pleins pouvoirs. Ce couvre-feu vise donc à réduire l'activité du FLN, qui est essentiellement nocturne, puisque dans la journée, les hommes sont au travail. Il s'agit donc de mettre un terme aux collectes de fonds? Et d'aboutir à une asphyxie progressive du FLN métropolitain. En outre, il est fortement recommandé aux Nord-Africains d'éviter de circuler en groupe, car les assassinats de policiers étaient généralement perpétrés par des commandos de 3 ou 4 hommes. Papon ajoute une mesure encore plus discriminatoire. Tout Français musulman circulant en voiture, de jour comme de nuit, doit être interpellé et son véhicule conduit provisoirement à la fourrière. Des mesures discriminatoires. Hein. Mais aussi racistes, puisque c'est le seul faciès qui permet de distinguer le Nord-Africain du Français ordinaire. Et bientôt, c'est d'ailleurs une véritable chasse aux faciès qui va s'ouvrir. Jean-Luc Einaudi a publié en 1991 La bataille de Paris. Il évoque les exactions commises par les supplétifs nord-africains. Extrait. Les supplétifs de la force de police auxiliaire multiplient les interventions en banlieue. À Saint-Denis, armés de mitraillettes, ils pénètrent chez les commerçants, fouillent les passants et les malmènent dans les rues. Le 2 octobre, ils pénètrent dans un café, 66 boulevard Félix Faure. Quand ils ressortent, Boiris Hamar gît à terre, inanimé. Le maire de Saint-Denis, Auguste Gillot, le conduit à l'hôpital. Dans la soirée, les supplétifs montent dans les autobus pour fouiller les voyageurs. Des femmes françaises sont giflées. Le maire et d'autres élus de la ville se rendent au commissariat de police situé alors en face de la mairie pour protester.
un commissaire fait intervenir des policiers en tenue qui les matraquent. Quelle est la réaction de la direction du FLN là, vis-à-vis de ce couvre-feu ? Les dirigeants de la Fédération de France, réfugiés en Allemagne, ordonnent qu'il soit mis fin aux assassinats de policiers. Les mesures controversées de Papon portent donc leurs fruits. En fait, je crois surtout que les dirigeants nationalistes ont compris que ces meurtres ne faisaient que braquer l'opinion publique contre le FLN. Cependant, il leur fallait quand même réagir. Ils décident donc l'organisation d'une manifestation à l'heure même où le couvre-feu s'applique. Une provocation ? Certainement. Ont-ils le choix ? En tout cas, les meneurs prennent plusieurs précautions. D'abord, ils interdisent formellement aux manifestants tout port d'armes, même les plus insignifiantes. La manifestation doit être pacifique. Et des militants procéderont même à des fouilles avant le départ des cortèges. Ensuite, il est demandé aux manifestants de rester sur les trottoirs afin de ne pas gêner la circulation. Enfin, pour bien montrer que cette démonstration doit être pacifique, la consigne est donnée de venir en famille. Oui, avec femmes et enfants, donc. C'est ça. Et tous endimanchés. Ouais. Et ces Nord-Africains là qui vont sortir de leur bidonville, là, le font-ils spontanément ? Il n'est pas exclu que certains d'entre eux, guère désireux d'aller affronter la police, aient renâclé. Et qu'on les ait obligés à y aller ? C'est possible. Les hommes du FLN n'étaient pas des tendres et régnaient d'une main de fer sur la communauté immigrée. Mais on ne mobilise pas par la force des milliers d'hommes et de femmes, car ce sont plus de 30 000 manifestants qu'on va retrouver dans la rue. Ouais, il n'empêche quand même que la Fédération de France là, du FLN a pris un risque terrible en envoyant tous ces gens braver le couvre-feu. Certes, mais des éléments extérieurs ont aussi pesé très fort dans la décision du FLN métropolitain. Quoi ? Les rivalités qui existaient au sein même du mouvement nationaliste algérien. Car tous pensaient déjà à l'après-guerre et à la conquête du pouvoir lors de l'indépendance. Et la Fédération de France du FLN entendait jouer son rôle. Et là aussi, il lui fallait faire une démonstration de force. C'était l'objectif de la Fédération. Et au GPRA, le gouvernement provisoire, nombreux ont été ceux qui ont désapprouvé. La fin du conflit approchait. Il était donc vain de se livrer à une provocation qui ne ferait que compliquer les choses et qui, dans tous les cas, ne faciliterait pas les négociations avec la puissance coloniale. C'est pourquoi, il faut le signaler, le massacre du 17 octobre sera très peu exploité par le GPRA. Et même dans l'Algérie indépendante, il sera même très longtemps passé sous silence. Mais on en reparlera. Autre question, là, les organisateurs de la manifestation avaient-ils pris la mesure de l'extrême violence qu'ils allaient déchaîner ? Je ne le pense pas. Même s'ils savaient que les assassinats de policiers avaient exacerbé les haines. Toutefois, ils ne pouvaient pas prévoir le bain de sang qui allait suivre. Et à la préfecture de police, alors ? On sait que les Nord-Africains vont manifester en masse et on se prépare en conséquence. Mais est-ce qu'on sait que les manifestants ne porteront pas d'armes ? Bien sûr. La police dispose de suffisamment d'informateurs infiltrés dans les rangs du FLN. Bon. Alors, quel dispositif a-t-il été prévu ? Il a été décidé de quadriller la capitale et surtout de boucler les bouches de métro afin d'arrêter les manifestants avant même qu'ils ne sortent dans les rues. Et des milliers d'entre eux vont ainsi être arrêtés presque immédiatement et conduits dans des véhicules de police, mais aussi dans des bus de la RATP réquisitionnés pour l'occasion, vers le palais des expositions, le centre de rétention de Vincennes ou encore le stade Coubertin. Oui, pour les empêcher de manifester. Et c'est le premier scandale. Ces malheureux sont férocement battus avant d'être précipités dans ces véhicules. Et lorsqu'ils arrivent dans ces lieux de rétention, des comités d'accueil les attendent. C'est-à-dire ? Obligés de passer entre deux haies de policiers ou de gendarmes, ils sont systématiquement frappés. Et beaucoup seront grièvement blessés et resteront sans soins médicaux pendant des heures, parfois des jours. Et tout ça me rappelle le Veldiv et les rafles de juifs de juillet 42. Malheureusement, oui. Mais à l'extérieur, c'est encore pire. Un exemple, celui du pont de Neuilly. Un important cortège de manifestants venant des bidonvilles de la banlieue descend de la Défense et s'engage sur le pont barré par un cordon de policiers et de supplétifs nord-africains. Lorsqu'ils arrivent à une 50aine de mètres de ce barrage, les premiers coups de feu éclatent. Et ces tirs-là viennent d'où ? Des rangs policiers. Des supplétifs tirent au pistolet mitrailleur. D'autres policiers ont sorti leurs armes de service et tirent aussi en direction des manifestants. Un commissaire de police a beau hurler « Ne tirez pas !» Il n'est pas entendu et la fusillade continue. Et puis il n'y a eu aucune sommation. Ni même ordre de tirer. Ouais. Donc il y a eu volonté de tuer. C'est évident. Les manifestants sont maintenant coincés car des forces de police bloquent l'autre extrémité du pont.
C'est alors qu'on commence à jeter dans la Seine les cadavres et les survivants. Ailleurs, devant l'Opéra, boulevard Bonne Nouvelle ou encore à Saint-Michel, les mêmes scènes se reproduisent. Et à chaque fois, les policiers tirent et frappent à coups de bâton les manifestants. Et lorsque le fleuve n'est pas trop loin, on jette les blessés dans la Seine. Oui. Mais comment, c'est quand même inimaginable, comment expliquer que ce massacre puisse être perpétré en plein Paris? Les braves gens ont rapidement fermé leurs volets. Ouais. Il y a quand même des témoins. Et certains, comme le photographe Élie Kagan, vont réussir à prendre des clichés accablants. Enfin, il ne fait pas bon essayer d'intervenir, car les policiers sont prompts à matraquer les témoins trop curieux ou qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Ouais. Il doit tout de même y avoir des policiers qui désapprouvent ce déchaînement. C'est exact. Et parmi eux, des syndicalistes qui témoigneront plus tard. Mais cette nuit-là, ils sont impuissants à calmer leurs collègues les plus excités, pourtant qu'on exacerbe leur fureur. C'est-à-dire ? Plusieurs reprises au début de la soirée, la radio, qui relie les différents véhicules de police à l'état-major, fait état d'informations inquiétantes selon lesquelles des policiers ont été grièvement blessés et même tués. Ouais, et ça ne fait que renforcer les policiers dans leur volonté d'en découdre. Ce sont en effet de véritables appels à la haine. Mais qui est à l'origine de ces fausses nouvelles-là ? Ce ne peut être qu'un fonctionnaire qui se trouvait en haut de l'échelle. Détail important et accablant. Le préfet Papon a passé la plupart de ses heures terribles dans le poste de commandement. Combien de morts ? 100, 200, peut-être même plus. Gérard Monat, ancien patron du plus important syndicat de policiers de l'époque, explique pourquoi le nombre officiel des morts est dérisoire par rapport à la réalité. Les corps arrivaient à l'IML, l'Institut médico-légal, et immédiatement, on les rejetait dans la Seine. L'IML était tout à fait en bordure de Seine. Ce n'était pas long, il y avait 10, 15 mètres à faire. Les gens de l'IML qui étaient là, sur place, les rejetaient à la Seine. Ces gens-là ont été complices. Mais j'en ai connu qui en ont été malades de ça. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y avait eu très peu de morts à l'IML. Bien sûr, il y a eu très peu de morts inscrits à l'IML. Tous les autres ont été rejetés à la Seine. Dès le lendemain, on a eu droit à une avalanche de mensonges, à commencer par celui-ci. La préfecture de police n'a dénombré que 3 morts. Et c'est autre encore. Si la police a ouvert le feu, c'est qu'elle a riposté à des tirs provenant de la foule des manifestants. Or, curieusement, aucun policier n'a été blessé par arme à feu. Et nul témoin n'a aperçu d'armes dans les rangs des manifestants. Ouais. Autre mensonge ? Papon, qui s'est flatté d'avoir gagné ce qu'il a appelé la bataille de Paris, a osé déclarer que la police parisienne avait tout simplement fait son devoir. Et un peu plus tard, de concert avec le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, il affirme que le FLN a profité de cette manifestation pour liquider ses opposants du MNA. Oui, parce qu'il faut quand même bien expliquer pourquoi on retrouve tant de cadavres dans la Seine. C'est ce qu'on appelle cyniquement les noyés par balles. Mais on en trouvera aussi dans les bois environnant Paris. Cependant, et contre toute vraisemblance, Papon, et au-dessus de lui les plus hautes autorités de l'État, imputent ces morts violentes au FLN. Ouais. Et ces mensonges, si je puis dire, là, ont été gobés par la presse ? Généralement, oui. Les journalistes ont sagement relayé les informations fournies par la préfecture de police. Sans chercher à voir plus loin, quoi. Heureusement pour quelques journaux, ça ne passe pas. Ah, les journaux de gauche, j'imagine. Pas seulement. Dans le Figaro, un homme comme Denis Perrier-Daville prend la plume pour démentir Papon, qui prétend que les manifestants étaient armés. Et il dénonce le fait que nombre d'entre eux ont été violemment frappés alors même qu'ils étaient déjà arrêtés. Toutefois, c'est vrai, la censure veille. Et les autorités observent un rigoureux silence quand elles sont, par exemple, interrogées à l'Assemblée nationale ou au Conseil municipal de Paris. Et le gouvernement s'oppose résolument à l'ouverture d'une enquête parlementaire. Il faut faire silence. Et nier. Papon, pour revenir à lui, n'a jamais donné d'explication quand Claude Bourdet, grand résistant et conseiller municipal de Paris, l'interrogera sur le massacre d'une 50aine de Nord-Africains dans une des cours de la préfecture de police. Alors pratiquement sous les fenêtres du préfet. Des faits qui seront révélés dans un tract anonyme rédigé par des policiers républicains. Papon, donc, refusera d'évoquer cette affaire, mais il s'acharnera, en vain toutefois, à découvrir l'identité de ces policiers. Ouais. Il existait donc dans la police des hommes qui ont désapprouvé ces violences. Et sans doute plus nombreux qu'on ne le pense, mais la plupart se sont tués. Alors quoi, réflexe de solidarité avec leurs collègues ou... Oh, bien lâcheté. Et c'est plus tard, beaucoup plus tard, que certains soulageront leur conscience. Quelquefois, après 30 ans de silence,
Un silence d'abord imposé par le gouvernement qui n'a pas ménagé ses efforts pour faire taire toutes les voix contestataires, en saisissant par exemple le film de Jacques Panigel, qui restera longtemps interdit. Ouais. Il fallait donc tout faire pour ne plus reparler de ces événements. Et puis ensuite, il y a eu l'oubli, tout simplement. Cependant, un autre drame d'importance a sûrement contribué à effacer des mémoires les événements du 17 octobre. Pourquoi voulez-vous parler là? Des morts de Charonne en février 1962. Ouais. C'est-à-dire 9 manifestants de la CGT, ou du Parti communiste, qui se trouvaient au milieu d'un défilé de protestation contre les crimes de l'OS. C'est ça. Des hommes et des femmes qui ont été piétinés et précipités par la police dans les escaliers d'une bouche de métro fermée et qui sont morts étouffés. Vous en souvenez sans doute, ce drame a provoqué une grande émotion et des centaines de milliers de personnes ont suivi les obsèques des victimes. Et longtemps encore, ces morts demeureront dans la mémoire collective des Français. Mais pas le massacre des Nord-Africains d'octobre. Et pourtant, c'était la même police et peut-être les mêmes hommes, ainsi que l'a écrit un journaliste de l'Express. Alors, il faut bien se rendre à l'évidence. Ces 9 victimes innocentes ont compté bien plus que les dizaines et dizaines de Nord-Africains tués quelques mois plus tôt. Une autre forme de discrimination? Je n'ose le dire. Est-ce qu'on peut se risquer maintenant là, à évoquer un bilan des victimes du 17 octobre? Ce n'est pas facile, ne serait-ce que parce que de nombreuses archives ont disparu. Ouais, ça doit pas être innocent, j'imagine. Et quand elles n'ont pas disparu, on a tout fait pour que leur accès soit le plus difficile possible. Oui, il faut rappeler que 2 archivistes ont été sanctionnés à propos de ces archives en 1999. Alors, le bilan, l'historien Jean-Luc Hénaudy, en rapprochant plusieurs documents et surtout en recueillant de nombreux témoignages, est parvenu au chiffre de 200 morts. Autre point de vue, celui d'un homme qui était bien placé pour savoir. Qui? Constantin Melnik. Ah oui, le conseiller de Michel Debré. Qui était alors chargé des affaires de renseignement auprès du Premier ministre. Melnik a déclaré, mais longtemps après les faits, qu'il évaluait le nombre de morts entre 150 et 300. En effet, selon lui, après le 17 octobre, on repêchait chaque semaine dans la Seine une vingtaine de cadavres de Nord-Africains. Ouais. Mais officiellement, le bilan est toujours de 3 morts. C'est ce qu'a toujours prétendu Papon. Et loin de moi l'idée de l'excuser, mais je pense qu'il a vu dans cette explosion de violence une façon d'évacuer la colère de sa police exaspérée par l'assassinat de plusieurs de ses membres. Une sorte de soupape de sécurité. Il a donc lâché ses chiens. Et en cela, il a été soutenu par le pouvoir qui a toujours craint, par-dessus tout, de voir sa police descendre dans la rue. En tout cas, le massacre n'a jamais été reconnu officiellement par les autorités françaises, quels que soient les gouvernements. Et aucun responsable n'a été désigné et poursuivi, puisqu'une loi d'amnistie adoptée en 1962 a blanchi tous les auteurs de crimes commis à l'occasion de la guerre d'Algérie. Au début de cet entretien, vous avez insinué que derrière cette sauvagerie, il y avait aussi des objectifs politiques. Parfaitement. Il ne faut pas oublier qu'il existait au sein du gouvernement et des institutions de l'époque des opposants à la politique algérienne du général de Gaulle. Et ces gens-là, dans la foulée du coup du 13 mai 1958, ont mis en place en métropole une véritable guerre anti-subversive, à l'image de ce que les militaires français avaient fait en Indochine ou continuaient de faire en Algérie. C'est à la lumière de cette information qu'il faut considérer la création de cette force de police auxiliaire, Arki. D'accord, mais le 17 octobre 1961, les jeux sont faits, l'Algérie sera indépendante. Écoutez, voyez ça comme un baroud de dernière minute, une dernière manifestation de ces hommes qui, de l'intérieur, essayaient de saboter la politique du général. Ouais, en retardant l'inéluctable. Et en essayant par là même de compliquer les négociations ouvertes avec les émissaires algériens. Et ces manœuvres souterraines expliquent aussi pourquoi il avait fallu débarquer Michelet du gouvernement et remplacer le ministre de l'Intérieur, Châtenay, par un homme tout acquis à la politique de la force, Roger Frey. Michelet, s'il était demeuré garde des Sceaux, ne serait pas resté sans réagir s'il avait eu connaissance des exactions commises par les calots bleus de Papon. Mais on en reparlera peut-être un jour de cette guerre anti-subversive et de la bataille de Paris. Ah bon, je prends note. Cependant, pour terminer, il faut aussi regretter l'attitude des Algériens du GPRA qui, dans une certaine mesure, ont été les complices objectifs de tous ceux qui voulaient faire le silence sur le 17 octobre 61. Et pour quelle raison, alors ? Le futur pouvoir algérien se méfiait beaucoup de ces Algériens de France, troupes occidentalisées.
des laïcs qui étaient attachés au pluralisme politique et qui, scandale, niaient le postulat officiel qui voulait que la force des indépendantistes réside dans son armée. Une armée qui campait surtout à la frontière tunisienne. Hein. Peu importe, les gens du GPRA refaisaient déjà l'histoire avant même d'avoir vaincu. Et pour eux, il était hors de question de reconnaître que le sentiment indépendantiste était d'abord né dans l'immigration. C'est pourquoi ils ont sciemment oublié le 17 octobre, allant même jusqu'à peser de tout leur poids pour empêcher la publication en France d'un ouvrage qui racontait par le menu les ratonnades de Paris. Cet ouvrage cité par M. X, le 17 octobre des Algériens, écrit par Marcel et Paulette Péju, vient d'être édité à la Découverte. Il est accompagné d'une analyse passionnante de Gilles Manseron. Autre ouvrage indispensable, Paris 1961, Les Algériens, la terreur d'État et la mémoire de Jim House et Neil McMaster. Et encore, La police française et les Algériens, 1945-1962, d'Emmanuel Blanchard.